Vous savez, lorsque vous naissez dans un continent qui a été soumis à 4 siècles d'esclavage, lorsque vous naissez dans un continent qui a connu plus d'un demi-siècle de colonisation et de travaux forcés, dans un continent où l'histoire a été falsifiée et écrite par les plus forts, où ton peuple a été humilié, rabaissé, déporté, où les plus forts ont décidé d'imposer leurs règles en grandissant, bien sûr. On a le droit ou le devoir de se poser des questions. À savoir, comment participer à la réécriture, je dis bien à la réécriture de l'histoire de votre continent. Et donc, et à la réhabilitation de la vérité historique des faits. C'est ce qui m'a amené à m'engager dans ce militantisme. Parce que Franck Fanon aussi disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est ce qui m'a poussé, en tant que jeune Africain, à m'approprier de ce combat. Et le panafricanisme, à mon avis, c'est un concept, c'est une idée qu'on ne doit pas imposer à tous les peuples qui ne l'ont pas encore assimilé. Parce que chaque pays, chaque peuple a ses orientations, a ses exigences, a sa sociologie. Mais puisque on a connu collectivement, on a été collectivement victime de viols, de déportations, d'humiliations, de déracinement, le panafricanisme estime que le salut de l'Afrique passera ou ne peut passer que par un éveil de conscience collectif ou par une lutte collective. Une lutte où les grands axes seront définis par nos dirigeants ou nos leaders très engagés. Et donc, je suis dans cette lutte aujourd'hui parce que j'ai pris conscience. Les panafricanistes demandent tout simplement à ce que nos dirigeants ne soient pas rabaissés à la table des G50, des G40 ou je ne sais quoi encore, à ce que nos dirigeants soient traités comme des hommes et non comme des sous-hommes, à ce que l'Afrique profite de sa matière première largement comme il se doit, à ce que l'ingérence politico-militaire dans nos États ou sur le continent à laquelle nous avons assisté, nous avons longtemps assisté, cesse parce qu'on n'est plus des enfants, on a grandi avec le temps, et à ce que les fonds qui ont été utilisés par la Chine pour offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, pour nous offrir gratuitement le siège de l'Union africaine, afin que ces fonds soient remboursés à la Chine pour honorer la mémoire de nos pères qui se sont battus, qui ont bataillé pour mettre en place ce concept de l'Union africaine. Alors, voici les valeurs autour desquelles nous nous battons, autour desquelles nous aimerions que toute la jeunesse africaine s'accorde. Et il n'y a pas que des critiques au sein du panafricanisme. Il y a des actes, les axes sur lesquels aussi nous nous engageons. Nous sommes tous d'accord ici que l'Afrique et les Africains ne peuvent pas tous se mettre ensemble sur tous les axes. Mais il y a des axes prioritaires, comme la sécurité, l'énergie, et l'économie et la communication. Pourquoi la sécurité? Parce que nous estimons que l'Afrique doit avoir sa propre armée. Pas une armée qui sera financée par les puissances étrangères. Parce que vous ne pouvez pas demander à une puissance étrangère de financer votre armée pendant que dans le futur, vous seriez amené peut-être à les confronter sur le plan économique. Je dis dans une de mes chansons que pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Il faudrait que l'Afrique ait son FMA, son fonds
monétaire africain. Parce que aller à tout moment vers les bailleurs de fonds pour prendre de l'argent, ça compromet dangereusement l'avenir du continent. Sur le plan énergétique, il faut que l'Afrique s'industrialise, parce que l'avenir, c'est dans ça. Alors, sur le plan de la communication, il faudrait que l'Afrique aussi ait ses satellites afin que nous puissions être indépendants. Donc, je pense que le panafricanisme, c'est aussi ça. C'est s'accorder sur des grands axes, pas surtout parce qu'il y a des pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont des réalités sociologiques différentes de certains d'autres pays. Quand on prend l'Union européenne, nous savons très bien que l'Allemagne, comme on le dit sur papier, et ça peut paraître vrai, que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Europe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc, là, le Sénégal peut être la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique, mais pour qu'elle accepte pour autant de partager les grands axes sur lesquels l'Afrique peut s'accorder, ou les Africains peuvent s'accorder pour pouvoir sortir de l'ornière et pour pouvoir aujourd'hui affronter dans cette mondialisation d'autres grandes puissances. Alors, ça, c'est les raisons qui m'amènent à m'engager dans ce combat, dans ce militantisme. Ensuite, quand on parle de l'éveil de la jeunesse africaine, aujourd'hui, je peux le dire sans me tromper, que la jeunesse africaine est éveillée. Elle est éveillée, mais elle n'est pas comprise par certains dirigeants. Elle est éveillée parce qu'elle ressent partout dans le monde entier les changements qui s'opèrent dans certains pays, comme le Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, tout à l'heure il a dit que je suis l'auteur d'une chanson intitulée « Libérer son col africain ». En tant que panafricain, pourquoi j'ai chanté ce morceau? Pourquoi j'ai été inspiré pour chanter ce morceau? Parce que je suis un jeune africain, j'ai compris mon rôle et j'ai compris qu'à l'autre bout de mon pays, de mon Afrique, il y a un Africain qui a compris, qui a ouvert les yeux et qui est en train de conduire son peuple vers une libération et une souveraineté totale et qui est emprisonné. C'est pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait ce morceau et je l'ai publié. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse guinéenne et africaine a compris et adhère au combat. Elle adhère parce que aujourd'hui, quand des opérations, quand les changements s'opèrent dans les pays comme le Cameroun, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Quand les changements s'opèrent au Togo, les Sénégalais le ressentent et ils adhèrent. Donc, la même manière que vous ressentez ici le changement qui s'opère dans d'autres pays, c'est comme ça que nous aussi nous ressentons les changements qui s'opèrent dans tous les autres pays africains. Et je pense que le Sénégal est un cas d'école parce que je suis guinéen, je sais que j'appartiens à un peuple très résigné, un peuple qui a du mal à sortir de sa coquille pour aller chercher sa liberté. Parce que la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Le Sénégal a arraché sa liberté, le Sénégal a arraché ce qui lui revient de droit. Voilà pourquoi je dis que toutes les jeunesses ont compris aujourd'hui, africaines, ont compris aujourd'hui et adhèrent à la lutte et à l'éveil de conscience. Comme vous le savez, comme certains ici me suivent sur les réseaux sociaux, il y a déjà 3 titres que j'ai publiés, officialisés. C'est notamment des titres comme Ali Baba et ses 40 voleurs et On est mal barré, une chanson dans laquelle j'ai peint, j'ai décrit la situation sociopolitique de notre pays et une situation qui est vécue aussi ou qui se vit aussi dans d'autres pays africains. Dans le 3e titre, Africa, j'ai essayé de ressortir les relations aujourd'hui qui lient l'Afrique au monde entier. Où je dis, pour contrôler nos économies, ils ont créé le FMI. Pour contrôler nos leaders, ils ont créé la CPI. Donc, la sortie de l'album est prévue en France pour le mois d'octobre. Et ensuite, les tournées, on va voir avec l'équipe managériale comment on va mettre en place un programme de tournée, mais qui tiendra compte justement des villes comme Dakar, Niamey, Burkina, Bamako et Bamako, c'est ça. Donc, par rapport à ma tournée, ce sont ces pays qui sont à l'affiche. Et par rapport à l'album, il sera sur le marché international dans pas longtemps. Et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Alors, ma position est très claire. Et je suis artiste, et c'est vrai,
panafricaniste, mais je suis de nationalité et d'origine guinéenne. Et quelles que soient les raisons qui me poussent à chanter l'Afrique, à chanter les situations dans d'autres pays, je crois que je suis aussi mieux placé pour parler de la situation qui prévaut dans mon pays. Aujourd'hui, nous assistons à l'entêtement des militaires qui veulent s'éterniser au pouvoir. Nous assistons au fait que le président Mamadi Doumbouya, qui était arrivé avec de très bonnes intentions, qui avait dans son carnet la réconciliation des Guinéens, qui avait dans son carnet l'organisation des élections qui a été décrétée et décidée par l'ensemble de la classe politique guinéenne, la société civile guinéenne aussi, et nous assistons au fait que ce calendrier est mis dans le placard par la faute justement des personnes qui entourent le président et qui lui font croire qu'il est le seul capable aujourd'hui de diriger la Guinée, qu'il est l'homme providentiel que Dieu a choisi pour diriger la Guinée. Alors, moi, dans ma position, je suis quelqu'un qui prédit, qui prévoit, quelqu'un qui alerte, qui lance des alertes. Alors, la peur qui m'anime, c'est de ne pas assister à un autre 28 septembre, au cas où le président Mamadi Doumbouya essayerait de briguer, de se porter candidat aux élections et de vouloir s'imposer pour arracher une victoire par la violence. Ça, c'est un premier cas. Parce que nous savons tous aujourd'hui que la situation en Guinée est très diamétralement opposée à celle dans le Sahel. C'est pas la même chose parce que les gens ont tendance à les confondre, à faire une extrapolation entre les situations sécuritaires et les situations des militaires dans le Sahel et la situation de Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi je dis, lorsque on est révolutionnaire, il faut inculquer, il faut mettre dans les manuels scolaires ce qu'on appelle en fait institutionnaliser le combat et la lutte. Pourquoi? Parce que Sékou Touré, par exemple, les Olympiaux, les Modibo Keïta ont mené des luttes contre l'impérialisme, mais ça n'a pas porté fruit jusqu'à un certain niveau, parce qu'après leur mort, les pays et ces États sont retombés dans les mains de l'impérialisme. Donc, aujourd'hui, je pense que le combat que je vais mener, ça va être celui d'attirer l'attention du monde entier sur la Guinée et sur la volonté du président Mamadi Doumbouya à vouloir s'éterniser au pouvoir, à faire un forcing qui va nous conduire forcément dans un autre 28 septembre, chose que je ne souhaite pas. Deuxième question. Il s'agit de mon accompagnement, l'accompagnement que j'ai eu à faire au niveau de la lutte que M. Sonko et le parti PASTEF ont eu à mener ici au Sénégal dans la conquête du pouvoir, ou lors de la conquête du pouvoir. Et je crois que, je l'ai dit à l'entame, je l'ai fait parce que je suis très allergique à l'injustice. Il n'est pas le premier leader pour qui j'ai chanté. Dans les temps, j'avais chanté pour Gbagbo lorsqu'il avait été déporté à la CPI parce que je dénonçais cela, je voyais cela comme étant une insulte à l'Afrique, à la souveraineté africaine. Parce que je me dis que tous les dirigeants qui commettent des crimes en Afrique, l'Afrique devait être capable et à mesure de les juger sur le sol africain. Et donc, le président Sonko n'est pas, le premier Sonko n'est pas le seul ou le premier à qui j'ai dédié une chanson. Je l'avais fait parce que je suis hostile à l'injustice et parce que je voulais donner de la visibilité à leur combat au niveau africain et international. Aujourd'hui, le conseil que je pourrais les donner, c'est de dire de rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Rester dans la logique de la démarche qui les a conduits à la tête du Sénégal. Donc, moi, c'est le conseil que je pourrais les donner. Parce que le monde les regarde, le Sénégal les regarde, l'Afrique, que je dégageais les axes où, oui, les axes sur lesquels les Africains pourraient bien se mettre ensemble pour parler de panafricanisme, j'ai parlé de l'axe économique. L'axe économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants, aujourd'hui, ils se frottent bien les mains lorsqu'ils vont vers les Blancs, lorsqu'ils vont vers les maîtres pour aller prendre de l'argent pour compromettre l'avenir de l'Afrique. Je pense que tout cela est fait parce qu'ils le font de façon individuelle. Et Thomas Sankara disait que si on n'arrête pas d'aller individuellement auprès des bailleurs de fonds, auprès des impérialistes, on va se faire assassiner individuellement. Si la question de la monnaie est posée
au Sénégal, où la question de la monnaie est posée en Guinée, seulement en Guinée, je pense que les leaders qui oseront parler de ça sans être accompagnés par leurs confrères ou leurs compères seront prématurément assassinés. On a toujours vu sur le continent africain comment Modibo a été tué et pourquoi il a été tué. C'était lié à cette question de monnaie. Comment Olympio a été écarté et tué, c'était lié à cette question de monnaie. Donc, aujourd'hui, on peut, sans se tromper, dire que les dirigeants africains ont compris l'enjeu. Chacun a compris l'enjeu. Kadhafi a été tué, c'est pour cette question de monnaie africaine. Parce que n'oubliez pas qu'en 2009, Kadhafi avait osé organiser une conférence au Cameroun où il avait dit qu'il mettait 80% des fonds qui allaient servir au premier fonctionnement du Fonds monétaire africain. Et c'est pour s'il avait signé son arrêt de mort. Donc c'est pour dire que tout le monde connaissait la puissance militaire de Kadhafi. Donc quel est ce président aujourd'hui qui va se lever seul, individuellement, pour aller poser la question de la monnaie ou de l'autonomie monétaire de l'Afrique? Ça va être compliqué. Donc c'est d'abord à l'interne qu'on doit régler la question. Les Africains, les dirigeants doivent se mettre ensemble et essayer d'aller maintenant vers les partenaires, que nous appelons d'ailleurs dans le jargon artistique des Babyloniens. Donc, pour moi, au-delà des messages, les actes pratiques que nous pouvons poser, c'est de rencontrer des leaders et discuter avec eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque leader a des conseillers. Et quand vous discutez avec un leader, n'oubliez pas que après il y a des gens qui ont la possibilité de le rencontrer tous les jours, qui parlent et qui ont des stratégies, qui ont des politiques, qui sont des visions différentes de celles que vous voulez que le leader adopte. Donc, moi, au-delà de la musique, au-delà de tout ce que je peux faire comme artiste, je vais vers les leaders, les présidents, les dirigeants, je les rencontre et je leur dis, voici le cri du cœur du peuple. Le peuple vous aime, le peuple vous accompagne, mais il souhaiterait qu'il soit entendu sur des questions de telle ou telle chose. Déjà, sur les cas d'arrestation, j'aimerais dire ici que Paul Kagame, version sanguinaire des dictateurs, est passé chez nous en Guinée, à plusieurs reprises. Et qui parle de Paul Kagame connaît les pratiques obscures que l'homme, auxquelles l'homme fait recours pour régler ses histoires politiques dans son pays. Donc, la Guinée a malheureusement hérité d'un président ou a malheureusement vu à la tête de ses destinées confiées à un président qui est mal entouré, qui est très mal entouré par des personnes qui sont animées par un esprit de vengeance. Et depuis la mort du président Sékou Touré, la Guinée est allée de vengeance en vengeance et ça a conduit le pays dans l'échéance, la décadence. Donc, je pense que le cas de Foni Kemengue et de Bilo, ce n'est pas un emprisonnement, c'est un enlèvement, c'est un kidnapping. Et c'est très grave pour une junte qui s'était présentée comme étant la solution au problème de la Guinée, qui s'était présentée aux Guinéens comme étant la lumière qui avait éclairé une maison qui était obscurcie par le pouvoir de Alpha Condé, qui s'était présentée comme la solution finale du calvaire dans lequel végétait le peuple de Guinée. Alors, aujourd'hui, nous constatons que cela n'était que rêve. Les Guinéens, un bon matin, se sont réveillés brusquement, comme dans un rêve, et on dit, est-ce que ce coup d'État était vraiment réel? Est-ce que les promesses tenues à la RTG, la radio-télévision guinéenne, étaient réelles? Est-ce que les propos tenus par le président Mamadi Doumbouya étaient réels? Moi, en tant qu'ami au président Mamadi Doumbouya, moi qui l'ai fréquenté, moi qui l'appelais, et lui que j'appelais, avec qui il échangeait sur des questions justement de notre nation, moi j'ai pris mes distances. J'ai pris mes distances parce que je ne reconnais plus le président Mamadi Doumbouya. Moi je ne le reconnais plus. Donc sur les cas alors de la fermeture des médias, ça ne doit pas vous surprendre. Parce que je le disais la fois passée dans un live avec Païk Moussaré, je le disais, je dis, comment est-ce que
vous pouvez comprendre qu'un régime civil qu'on a taxé de régime dictatorial laisse ses opposants faire des manifestations, mobiliser des milliers et des millions de personnes dans la rue, amener la presse à les filmer, à les montrer à la communauté internationale, sans pour autant bâillonner cette presse, sans pour autant fermer cette presse, devant, contrairement à des militaires qui sont venus pour nous sauver, qui ferment ces maisons aujourd'hui, qui ferment ces médias aujourd'hui. Donc, pour moi, on a pris la voie de la dictature. Ils ont endurci le cœur du président Mamadi Doumbouya et les Guinéens doivent s'apprêter. Et sur la question, justement, de la résilience des Guinéens, la résignation des Guinéens, je pense que tout à l'heure, j'en ai fait cas. Le peuple de Guinée est un peuple que tu peux pousser jusqu'au bord de la mer si il est question de faire le choix entre se battre pour ne pas tomber dans l'eau et tomber dans l'eau, il va tomber dans l'eau, mais il ne se battra pas. On n'a pas de problème sécuritaire en Guinée. On n'est pas envahi en Guinée. Nos terres ne sont pas occupées. Notre territoire n'est pas occupé en Guinée. Les militaires ont pour rôle d'abord de protéger l'intégrité territoriale d'une nation. Et ce n'est pas le cas en Guinée. Le Mali fait 1 400 000 et quelques km², si je ne me trompe. Le Niger, pareil. Le Burkina, un peu moins. Donc, ces pays n'ont pas les mêmes réalités que la Guinée. Il y a eu un coup d'État en Guinée parce que, après ce qu'on a entendu comme propos venant des membres du CNRD, parce que le président qui était là avait brigué un 3e mandat, avait commis des crimes dans son pays, et il y avait le favoritisme, il y avait plein de choses qui accompagnaient leurs propos. Et les Guinéens ont adhéré. Ce ne sont pas les propos qui ont animé ces autres dans le Sahel à prendre le pouvoir. On ne peut pas regarder ce... La démocratie est une denrée. Une jolie denrée, une bonne denrée qu'on doit donner à sa population. Mais la sécurisation de son peuple est aussi une denrée de valeur qu'on doit aussi donner à son peuple. Donc, moi, je fais la différence entre le combat de ceux du Sahel et Mamadi Doumbouya. Ils ne sont plus dans un combat du peuple, ils sont dans leur propre combat. Comment comprenez-vous que les anciens dignitaires du régime de Alpha Condé se retrouvent en prison pour détournement de deniers publics? Je vous dis bien, pour détournement de deniers publics. Pendant que eux, les membres du CNRD aujourd'hui, au vu de tous les Guinéens, sont en train de s'offrir des maisons à coût de milliards au vu des Guinéens. Comment pouvons-nous expliquer cela? Ils achètent des maisons au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en France, en Guinée. Mais soyons sérieux, ou on est là pour le peuple, ou on est là pour se servir. Voilà la différence. Je dis au président Mamadi Doumbouya, je dis, président, essayez de dissocier votre communication à celle du CNRD. Pourquoi je le dis? Parce que autour d'un président, il y a toujours un système qui se met. Le système est constitué souvent, pour les présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, par les intouchables, les indéboulonnables, les membres de la famille, des sacro-saints, des personnes qui peuvent commettre des crimes autour du président et qui restent sans être inquiétés. Et donc, lorsque je lui ai dit, je lui ai donné ce conseil, il m'a dit pourquoi? Je dis parce que des crimes commis par les membres du CNRD peuvent retomber sur vous. Vous allez en pâtir les conséquences. Aujourd'hui, on voit Dadis emprisonné. Dadis écope de 20 ans de prison. Est-ce qu'il était au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il a tiré sur quelqu'un? Non. Mais il écope de 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Donc, le système autour d'un président pose des actes qui sont imputables à la gestion du président. Voilà pourquoi je lui avais donné ce conseil. Mais comme il n'a pas compris, et aujourd'hui, je les confonds. Et je ne l'ai pas comparé à ces figures emblématiques de la lutte panafricaine. Plutôt, j'ai dit qu'il était un descendant de ces... Mais idéologique, hein, un descendant idéologique de Mandela, de Sankara et ainsi de suite. Alors, parlant de son impact, de son combat qu'il a mené avant les élections ou avant d'être à la primature et de son combat aujourd'hui, je vais un peu m'étaler sur les réalités. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon speech quand je parlais du panafricanisme. On n'a pas les mêmes réalités. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays est sorti du colonialisme avec son statut et avec son emprunt. Quand on prend la Guinée a violemment quitté la France. Quand on prend le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces pays ont pacifiquement quitté la France. Donc, moi je pense que le président Sonko, avant les élections, il tenait un discours.
Et maintenant, il n'a pas ce même discours, mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'est pas dans l'esprit panafricaniste. Si les choses ne se définissent que par le discours, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tenu de bons discours et qui ont embarqué les peuples africains, mais après qui ont déçu. Et tout à l'heure, je parlais du cas de la Guinée. Si on ne s'en tenait qu'au discours, ce que j'attends du président Ousmane Sonko, du ministre Ousmane Sonko, du premier ministre Ousmane Sonko, c'est de faire en sorte que dans les actes, ce qu'il disait se traduise dans les actes sur le terrain. C'est ce que moi j'attends. Voilà. Mais il n'a pas besoin aujourd'hui de tenir le même discours, de dire, bon, j'avais dit ça quand j'étais opposant, alors je répète la même chose. Non. Pour que ça ait un impact visible sur l'Afrique et en Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que, à l'image de Idi Kamano, plusieurs jeunes Africains l'ont considéré ou le considèrent comme étant un vrai panafricaniste. Donc, les actes qui doivent accompagner les propos qui ont été tenus avant les élections doivent être des actes visibles et qui seront dans le même ordre d'idée que ce qu'il avait tenu avant les élections. Nous voyons la jeunesse africaine s'entre-déchirer, qui s'engage dans une dualité entre les militants de l'AES et les militants de la CEDEAO. On le voit sur les réseaux sociaux, à travers des blogueurs. Vous savez, les panafricanistes estiment que l'Union africaine, je l'ai dit tout à l'heure, et la CEDEAO doivent être la forme souveraine de tous les États fédérés de l'Afrique. Pour qu'on puisse stopper ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, l'ascension exponentielle, justement, de ces vertus et de ces pensées paternalistes de l'impérialisme. Le panafricanisme n'est pas une doctrine qu'on doit imposer au peuple. On doit amener les peuples à embrasser cela parce que c'est un combat que les Sénégalais ont mené. C'est un combat que les Ivoiriens ont mené à un moment donné de leur histoire. Lorsque, il l'a dit tout à l'heure, lorsque le président Macky Sall faisait arrêter et emprisonner ses opposants ici, vous avez vu sur la toile, partout en Afrique, des voix s'élever pour soutenir le discours panafricaniste de nos frères. Alors, c'est pour vous dire que on n'a pas besoin d'être invité au Sénégal pour se sentir dans le combat. On n'a pas besoin d'être invité au Cameroun pour se sentir dans le combat. Ce qu'il faut faire, c'est que les Africains aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui, est victime justement de ces organisations. Est victime justement parce que ce pourquoi la CEDEAO avait été mise en place, elle a complètement, elle a vidé complètement aujourd'hui sa feuille de route de la mission qui lui a été confiée ou de la mission dont elle s'est assignée dès sa création. Et aujourd'hui, c'est cette crédibilité que la CEDEAO est en train de perdre sur le continent. Ce n'est pas l'œuvre d'un dirigeant qui va dire au peuple, levez-vous contre la CEDEAO. Non, c'est un constat fait par les peuples, par les jeunesses. Parce que l'Afrique a la chance d'avoir un continent aux populations jeunes. Donc, c'est cette jeunesse même qui est en train de discréditer la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les troubles qu'il y a eu au Nigeria, tout dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu la réaction de la jeunesse, de façon instinctive, qui est allée ramasser des drapeaux de notre pays, dont je ne citerai pas, pour faire flotter ça. Donc, c'est pour vous dire que la jeunesse vit avec cela, avec le panafricanisme, mais les dirigeants l'empêchent de se mettre ensemble afin de mener à bien ce combat. C'est ça le problème fondamental. Parce que nos institutions, nos organisations sont aujourd'hui des organisations, des coquilles vides, parce qu'en réalité, elles ne jouent pas leur rôle. Elles ne jouent pas leur rôle. Elles font du 2 poids 2 mesures. Elles accompagnent parfois un président qui veut briguer un 3e mandat. Elles accompagnent parfois l'autre qui tue sa population, 200 personnes, 300 personnes, parce que on ne peut pas ne pas parler de Fort et Adema. On ne peut pas ne pas parler de Alassane Ouattara. On ne peut pas ne pas parler de certains présidents aujourd'hui qui sont en train de dévaloriser, si vous voulez, ou de vider la CEDEAO de son contenu réel.